Salut, c'est Jérémy et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 7 différences majeures entre les gens qui parviennent sans trop de difficultés à s'enrichir et ceux qui n'y arriveront jamais. Et si tu veux identifier précisément ce qui te bloque dans ton enrichissement, sache que je t'ai préparé un mini-guide dans lequel je te présente 6 obstacles à ta sécurité financière et c'est accessible là en dessous dans le premier lien en description de la vidéo. Tu sais, moi je fais partie de ceux qui pensent que réussir à gagner de l'argent à long terme, c'est quelque chose qui demande de la récurrence, tu vois. C'est pas en essayant forcément de chercher le coup énorme, le truc de l'année, qu'on va réussir forcément à s'enrichir. Ça, c'est une mentalité de gens qui cherchent à faire des coups, c'est ça, si tu veux. Le plus gros danger quand on pense comme ça, tu vois, c'est quand on a une mentalité de joueur de loto, c'est qu'on a toutes les chances de faire beaucoup d'efforts pour investir, pour placer de l'argent dans des choses qui vont peut-être se casser la figure. Ce que je veux dire au bout du compte, c'est qu'il faut à la fois placer de l'argent dans plusieurs sortes d'investissements bien diversifiés et de le faire et de le refaire régulièrement au fil du temps, au fil des mois, au fil des années. Et c'est ça la stratégie simple, de base, mais qui n'est pas aussi spectaculaire qu'on pourrait s'y attendre. Effectivement, c'est ça la stratégie de base qui fait qu'on est dans un processus d'enrichissement à long terme. Une des grandes différences, et c'est vraiment la grosse différence fondamentale entre les gens qui s'enrichissent fortement et ceux qui n'y arrivent pas, c'est que ceux qui s'enrichissent sont d'abord des gens qui, en général, ont peu ou pas d'argent qui dort. C'est-à-dire que chaque euro qu'on a en porte-monnaie, on va essayer de l'investir pour le doubler, pour que 1 devienne 2, et ainsi de suite. Ça veut dire que les gens qui arrivent à s'enrichir durablement vont certainement pas garder beaucoup d'argent sur un livret A, ou pire encore, sur un compte courant. L'argent, il est placé, l'argent, il travaille, l'argent, il est investi, que ce soit dans de l'immobilier, de la bourse, ou même des entreprises. Je vais te donner un exemple pour que ça te paraisse plus concret. Admettons que tu aies des économies de l'ordre de 10 000 euros. Si cet argent, tu ne l'investis pas, à la fin de l'année, tu auras toujours ces 10 000 euros, sauf que c'est encore pire, ces 10 000 euros, ils vont perdre de leur valeur, du fait même de l'inflation. Ces 10 000 euros, ils peuvent aussi perdre de leur valeur au vu de la parité monétaire. C'est-à-dire que si la monnaie euro vient à se casser la figure, en plus de l'inflation, ton argent va se dévaluer, tu vois. Donc en gros, quand tu fais rien, tu te fais déglinguer. Si tu investis ces mêmes 10 000 euros avec un produit d'investissement qui va te sortir en moyenne du 7% par an, et crois-moi, c'est pas ça qui manque, entre les solutions de crowdfunding, de crowdlending, entre des ETF World, on est parfaitement dans ce range-là, tu vois. Même ceux qui ont investi dans de l'or et des métaux précieux, même si c'est une assurance, c'est pas un investissement, même ceux-là, ils se sont retrouvés très fortement gagnants l'an dernier avec une hausse de plus de 30%, tu vois. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des solutions qui existent et qui sont efficaces pour faire fructifier son argent, mais elles sont pas sans risque, ça c'est clair. Bref, celui qui n'a pas fait un investissement qui puisse sortir 7% sur 10 000 balles, c'est comme s'il avait perdu 700 balles cette année, et c'est même encore pire puisque il n'a rien fait, donc il se fait déglinguer par l'inflation. Potentiellement, il peut aussi prendre la parité monétaire dans les gencives. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, parce que toi-même, tu as peut-être déjà été impacté par ce genre de situation où tu savais pas comment investir ton argent et où finalement, tu t'es rendu compte que tu t'appauvrissais au fil du temps parce que cet argent, t'en faisais rien, donc il va fondre, sa valeur, elle va fondre comme neige au soleil. Deuxième attitude des riches, j'aime pas dire des riches, mais il faut bien appeler un chat, des gens qui arrivent à s'enrichir au fil du temps, c'est que ces gens-là n'hésitent pas à payer pour de l'information de valeur. Je te donne un exemple. Tu as une formation qui va coûter peut-être assez cher, peut-être 500 euros, tu vois, peut-être même plus. Il y a des formations très largement à plus de 1000 balles. Bon, très bien. Tu vas avoir 2 réactions à ça, tu vois. Admettons que ce soit une formation sur un certain type d'investissement très particulier, très pointu. Tu as 2 réactions. Tu as la première de la personne qui va se dire « Ouais, si je mets 900 balles là-dedans, ça sert à rien alors qu'on peut tout avoir gratuit sur Internet. » Ok, d'accord, très bien. Et puis tu vas avoir la deuxième réaction d'une autre personne qui va se dire « Ok, cette formation, elle va peut-être me coûter 900 balles, mais combien elle va me permettre de gagner, tu vois? En combien de temps je vais pouvoir la rembourser ?» Et en vérité, quand on s'intéresse à des formations en ligne, parfois peuvent être payantes, évidemment, comme ça fait partie de ce que je fais, évidemment. Tu trouveras d'ailleurs, si ça t'intéresse, mon catalogue de formation en dessous. Mais la formation en ligne, il faut voir ça comme un raccourci. C'est quelque chose qui va te permettre d'acquérir un savoir, une connaissance, de profiter de l'expérience d'un formateur qui a déjà débroussaillé le terrain pour toi dans certains domaines. Et la seule question qu'il faut se poser, c'est en combien de temps je vais réussir à avoir un retour sur investissement. C'est un investissement. Donc pour faire simple, la mentalité de pauvre, c'est ceux qui vont chercher tout gratuit tout le temps.
et qui en plus vont se plaindre, genre ça marche pas, voilà. Et de l'autre côté, t'en as d'autres qui vont pas hésiter à acheter de l'information payante de valeur pour laquelle ils vont réussir à avoir un retour sur investissement qui va leur permettre de s'enrichir plus vite et plus fort. Un truc à retenir, en général, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et ça, faut le mettre en perspective avec l'information de qualité, elle n'est jamais gratuite. Troisième truc que les riches font, c'est que ils s'achètent des choses qui leur rapportent de l'oseille, tu vois. Voilà. Alors, d'un point de vue comptable, je sais que cette notion elle est discutable, mais on a tendance à dire qu'ils achètent des actifs et non pas des passifs. Je te dis encore une fois, la définition comptable d'un actif et d'un passif rend les choses discutables, mais ce qu'il faut retenir pour faire plus simple, c'est qu'ils vont acheter des choses qui leur permettent de s'enrichir. Voilà. Exemple, de mentalité de riche, 20 000 euros que tu vas placer dans peut-être un garage, tu vois, ou 2 garages, ça dépend, en fonction des endroits. Si tu achètes dans une ville, tu vas peut-être le payer aux alentours de 20 000. Si tu achètes dans plus en province, etc., ou en dehors, tu vas peut-être en trouver pour 10 000 euros. Il y en a encore, on en trouve encore, même encore moins. Bon, voilà, si c'est quelque chose qui te ramène 100 euros par an pendant 20 ans, tu vois, t'es tranquille, quoi, tu vois. Et même plus, parce que petit à petit, tu vas pouvoir monter tes prix au fil du temps, tu vois. Voilà. Moi, j'ai longtemps investi dans des parkings et des garages. Je considère que c'est une des meilleures façons de faire de l'immobilier aujourd'hui en France. J'ai fait une formation là-dessus. Si ça t'intéresse, tu trouveras les liens en dessous. La mentalité de pauvre, en fin de compte, ça va être de mettre 20 000 balles dans une voiture neuve qui va perdre très très vite 50% de sa valeur. À peine t'es sorti du garage, elle en a déjà perdu 30. Voilà. Et la voiture, en plus, c'est un bien positionnel. Donc voilà, c'est pas seulement le fait d'avoir un outil de déplacement que tu achètes, tu vois. Il y a plein de choses que tu achètes quand tu achètes une voiture. Donc voilà, il y a toute une réflexion à avoir par rapport à ça. Moi, je préfère avoir un garage ou un bien immobilier qui va me ramener 100 balles pendant 20 ans plutôt que d'avoir un garage qui va me coûter, plutôt que d'avoir une bagnole qui coûte 20 000 balles. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir de voiture, je suis pas non plus en train de dire qu'il faut pas se faire plaisir, je suis en train de dire qu'il faut réfléchir à la manière avec laquelle tu dépenses ton argent, il faut en avoir conscience. Une autre très très grande différence entre ceux qui s'enrichissent et ceux qui n'y arriveront jamais, c'est que ceux qui s'enrichissent ne se sabotent pas psychologiquement. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à dépasser, à surmonter les espèces de croyances familiales, les phrases que les parents ils ont répétées, tu vois, du style « ça c'est pas pour nous, ça c'est un truc de riche », etc., tu vois. Au lieu de se dire « je vais pas acheter cet objet parce que c'est réservé aux riches », eh bien tu pourrais te dire, réfléchir par exemple, comment je pourrais faire pour avoir suffisamment d'argent pour acheter cette chose. Je voudrais te raconter une petite anecdote pour t'illustrer ce truc-là. C'était à l'époque où il y avait tous les confinements, etc. Et j'avais eu un ami à l'époque au téléphone qui me demandait « ouais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. » Enfin, tout le monde était un peu flippé. Et moi, à l'époque, je me souviens très 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 bien, je lui ai dit, on était en mars 2020, donc juste après que Trump ait fermé les frontières aux Européens. Donc c'est là que ça a vraiment dévissé vers fin février, début mars. Je lui ai dit, achète de l'or, achète de l'or. Achète de l'or, achète quelques petites pièces d'or, etc. Et le gars, il m'a pris pour un extraterrestre, quoi. Il m'a hurlé dessus au téléphone, enfin, tu vois, genre, mais t'es complètement malade, mais comment veux-tu qu'on achète de l'or? On a déjà des difficultés à s'en sortir, à boucler les fins de mois, je sais même pas comment je vais pouvoir partir en vacances avec les gamins, etc. Toi, tu me dis d'acheter de l'or. Et ouais, je lui ai dit, ouais, à l'époque, on était en 2020, je lui ai dit, bah ouais, acheter des pièces d'or, ce serait pas con aujourd'hui, au moins pour avoir une poire pour la soif, hein, si tout part en cacahuète, quoi. Et devine, il m'a pas écouté, évidemment. Mais tu vas me dire, oui, mais il avait des bonnes raisons parce qu'il avait une famille, etc. Sa situation elle était compliquée. Écoute bien, le mec il fume, d'accord? Un paquet de clopes, aujourd'hui en France, je crois que c'est dans les 13 balles, un truc comme ça. Je fume plus depuis des années, mais voilà, c'est très cher. Donc t'imagines, t'achètes, je sais pas moi, 10 paquets de clopes par mois, ce qui n'est pas encore si énorme que ça pour quand on est fumeur, ça te fait déjà 130 balles. Avec 130 balles, tu peux acheter de l'or et des métaux précieux chez Gold Avenue par exemple, tu vois, tu peux acheter des petits lingotins, etc. Tu peux acheter aussi des pièces d'argent, si t'as pas envie d'acheter de l'or, de l'argent c'est beaucoup moins cher, etc. Je dis pas que c'est une solution d'enrichissement, c'est même pas non plus un conseil en investissement, je suis pas conseiller financier, je suis en train de dire que c'était pas con de le faire et que je lui ai dit de le faire à l'époque. Et il m'a rionné, il s'est foutu de ma gueule. Et tu sais quoi, tant pis pour ta gueule, hein, mon con. Maintenant, voilà, c'est tout, t'as perdu de la thune. Et clairement, il a perdu de la thune. Et ça, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Il aurait pu protéger une partie de son épargne, et si c'était pas pour lui, il aurait même pu le faire pour ses gosses, même sur des petits montants, même sur 130 balles, tu vois. Voilà, tu mets 130 balles, et puis quelques années après, ça a fait x2. Voilà, tu vois. Et ça,
il y avait la possibilité de le faire. Il y a vraiment, vraiment eu la possibilité de le faire. Est-ce que c'est encore possible? Moi, je pense que c'est une bonne chose d'en avoir. Maintenant, il faut pas faire ça en espérant avoir un enrichissement, mais en ayant une espèce de sécurité, quoi. C'est ça que j'essayais de lui faire comprendre à l'époque. De dire si tout part en cacahuète, si tout part en couille, parce qu'on sait clairement pas dans quoi on est en train d'aller, bah, il y a au moins ce genre de choses qui existent, voilà. Donc en fait, ça, c'est vraiment des croyances limitantes de se dire « Ah ouais, c'est pas pour nous, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça ». J'ai fait aussi une formation pour aider les clients à surmonter leurs blocages mentaux par rapport à l'argent. Ça s'appelle Mental Money et je te mets un lien en dessous vers cette formation. C'est une nouvelle formation que je viens de lancer. Une cinquième chose que les riches font et que les gens qui sont plus pauvres, si je puis dire, même si j'aime pas ces mots-là un peu clivants, les gens qui ont vraiment de l'argent, ils savent un truc, c'est que ce qu'ils ont de plus précieux, c'est le temps. Voilà, c'est le temps. C'est le temps parce que le temps, tu peux pas l'imprimer, le temps, tu peux pas le multiplier. Quand il y a une seconde qui est passée, bah, c'est passé. Une minute, bah, c'est passé, c'est passé. Donc, faut la croquer, la vie, hein, parce que ça, c'est notre asset le plus précieux. Et ce qui est terrible, c'est que on le dépense sans même savoir combien il nous en reste. Bah, ouais, qu'est-ce qui peut se passer demain matin? On n'en sait rien. Donc, souvent, ils vont avoir le réflexe d'optimiser au maximum leur temps, leur planning pour en mettre le plus possible dans un minimum de temps, tu vois. Comment on peut faire ça plus vite? Comment on peut faire ceci plus vite, etc. Alors, on pourrait me dire, oui, mais c'est parce qu'on est dans la logique, le temps, c'est de l'argent. C'est pire que ça. C'est que le temps, il repasse pas, quoi, tu vois. Alors que la mentalité pauvre, si je puis dire, ça va être de se dire systématiquement, comment je peux faire pour moins cher, même si ça va me prendre plus de temps, voilà. Donc, la bonne approche, me semble-t-il, par rapport à ça, mais on peut en discuter, hein. J'aimerais que tu me dises aussi dans les commentaires ce que tu en penses. Je pense que la bonne approche, c'est tout simplement de se dire que le temps, c'est bien plus précieux que l'argent. Je répète, le temps est bien plus précieux que l'argent. Ça, c'est typiquement le genre de truc, quand t'as 20 ans, tu t'en rends pas compte, quoi, parce que t'as la vie devant toi, tu penses que tu vivras éternellement, etc. T'as pas de famille, t'as pas de gosse, enfin, t'as pas de problème de temps, enfin, peut-être que t'en as, mais t'en as, crois-moi, bien moins que quand t'en auras 40, hein. Différence numéro 6. Et crois-moi, je sais, il y en a bien plus des différences, mais je pense que celles-ci, elles sont assez intéressantes, c'est important qu'on en parle. C'est la manière d'utiliser le crédit. Voilà, le crédit, la dette, en fin de compte. C'est-à-dire que les gens qui sont riches, qui s'enrichissent, utilisent le crédit, utilisent la dette pour acheter des choses qui ramènent de l'oseille, qui ramènent de l'argent. Exemple, très classique en France, acheter un bien immobilier. J'en parlais encore avec un ami hier soir, voilà. Je lui expliquais que j'ai réussi plusieurs fois, je l'ai fait 2, 3, 4 fois, à acheter des biens immobiliers en les finançant à 110%. Ça veut dire que j'ai pas mis une thune, voilà, pas une thune. Moi, j'ai réussi à le faire. Aujourd'hui, c'est plus dur qu'avant. On peut quand même le faire, et même si tu dois mettre un peu d'apport sur un achat immobilier, bon, bah voilà, pourquoi pas, si tu mets un peu d'apport, bah si tu as un gros levier bancaire, bah au fond, voilà, si tu fais bien tes opérations aussi et que tu achètes en dessous du marché, donc ça, voilà, tu vas me dire, ça fait beaucoup de si, mais ouais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est intéressant de se former sur ce genre de choses, quoi, tu vois. Moi, je continue de penser qu'il y a des trucs à faire dans ce domaine-là, à condition d'être très, très vigilant, à condition de se laisser des portes de sortie, tu vois, si jamais ça partait en cacahuète, voilà, quoi. Mais les gens qui s'enrichissent sont des gens qui utilisent d'une manière générale le levier bancaire, le crédit, pour acheter des choses qui vont leur ramener, leur donner de l'argent, produire de l'argent, de la valeur. Ils vont pas acheter une télé à crédit. Ils vont économiser jusqu'à avoir suffisamment d'argent pour acheter le téléphone ou pourquoi pas la télé, etc., etc. Voire même, si c'est un outil qui leur sert dans le cadre du travail et qu'ils ont une boîte, bah, ils vont le passer sur la boîte, voilà. Et là, c'est encore plus logique. Alors attention, hein, quand on commence à faire ça, il y a des règles strictes, etc., qu'il faut respecter. Bon voilà, ça tu vois avec ton comptable, hein. Je suis pas ton comptable. Mais c'est ça l'idée, c'est de se dire qu'en fin de compte, on va utiliser le crédit pour justement avoir un levier pour acheter des choses qu'on pourrait pas acquérir nous-mêmes directement, et c'est même pas toi qui vas rembourser le crédit, ça va être, bah, si c'est dans le cadre d'un appartement ou d'une maison, ça va être les locataires qui vont rembourser le crédit à la banque. Donc c'est bien, c'est efficace. Le problème de cette approche, c'est qu'elle est lente, évidemment, mais elle est redoutable, hein. Il y a plein de gens, hein, qui s'enrichissent comme ça. Faut pas croire, hein, faut pas sous-estimer la puissance de ce truc-là, la puissance du crédit. Il y a même d'autres trucs qu'on peut faire, hein, avec les crédits lombards. C'est que tu vas très bien pouvoir faire, par exemple,
un placement dans une banque, tu vois. Tu peux faire ça avec même avec des CD contracts. Tu vas faire un deposit, un dépôt à terme, si tu préfères, en bon français, dans une banque. Bah, il y a certaines banques qui font que bah, voilà, tu vas pouvoir déposer, admettons, 100 000, ok, ce qui est une belle somme, tu vois. Ces 100 000, tu vas les investir chez eux dans un contrat à terme avec un rendement en USD, on arrive encore à trouver des trucs entre 5 et 5,5%, ce qui n'est pas si dégueulasse que ça. Moyennant quoi, ils vont t'autoriser à faire un emprunt, tu vois, d'un montant moindre, peut-être aux alentours de 80 000, ou tu vois, 70, 80 000, un truc comme ça, que tu vas devoir rembourser selon leurs critères, donc une durée plutôt courte, peut-être 5 ans, 8 ans, parfois jusqu'à 10 ans. Au-delà, ça va être compliqué. Et ça permet aussi de lever de la dette d'une autre manière pour acquérir des choses qui peuvent être intéressantes, des produits d'investissement, pour faire des placements, pour faire des opérations. Donc, en fait, si tu veux, le truc, c'est qu'il y a une éducation financière à l'argent qu'il faut avoir et des manières d'utiliser la banque, l'outil financier, etc. Parce qu'il y a des trucs qui sont formidables à faire et dont tu peux profiter, mais pour peu que on prenne le temps non seulement de se former et de lever un certain nombre de verrous et puis d'idées préconçues par rapport au pognon, l'argent, évidemment, ça va de soi. Pour faire simple, si tu te la joues Jean-Michel, RSA, qui va s'acheter un téléphone dernier cri à 2000 balles en le payant en 24 fois et que le téléphone, à la fin, il va te coûter, je sais pas, combien de fois plus cher, enfin voilà. Ah, ça, c'est pas bon. Voilà, si tu veux t'enrichir. Si t'as vraiment, tu vois, tous les trucs signes extérieurs de richesse, le mec, il va avoir besoin d'avoir le dernier appareil parce que, voilà, ça fait classe d'avoir le dernier téléphone. Ça, c'est des pièges à pigeons, hein, clairement. Franchement, si t'es pour mettre 1600 balles et que t'as pas les moyens, d'accord, et que t'as pas super les moyens, franchement, plutôt que d'acheter 1600 balles ou 2000 balles le téléphone Apple, va mettre cet argent-là dans des actions Apple, quoi, tu vois, à la limite. Au moins, t'auras des actions, c'est un titre propriété sur l'entreprise, hein, quelque part. À une petite échelle, mais voilà, c'est une autre manière de soutenir la marque dont t'es fan. Et là, voilà, il y a une 7e différence que les riches aujourd'hui sont obligés d'envisager, et ça c'est hyper important, c'est parce que ça devient critique maintenant, c'est tout ce qui est relatif à la mobilité du patrimoine. C'est-à-dire qu'on vit une époque qui est compliquée et on vit une époque dans laquelle il faut être très mobile, il faut pouvoir bouger facilement. Alors tu vas me dire que c'est assez contradictoire avec ce dont je te parlais avant, où je t'expliquais que je pensais qu'avec l'immobilier, il y avait encore des coups à faire en France qui étaient super intéressants. Et je persiste et je signe. Mais ça n'interdit pas le fait de pouvoir bouger, toi, physiquement, si tu souhaites aller ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres endroits, etc. Il faut bien faire les choses. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis basé en Amérique latine, mais c'est aussi comprendre que ton patrimoine, tu dois pas trop tout localiser à un endroit. En d'autres termes, admettons que tu achètes un bien immobilier à crédit en France. Finalement, c'est pas ton argent que tu as investi, c'est pas ton patrimoine à toi propre que tu as investi, c'est une opération financière que tu as créée, tu vois, avec un bien effectivement dont tu es propriétaire, etc. Enfin, tu es propriétaire, la banque en vrai, elle est propriétaire, tu vois, parce qu'elle va poser une hypothèque au bénéfice du prêteur de deniers. Mais donc ça te permet de faire une opération bancaire et toi ensuite d'utiliser ton cash, ton argent pour aller le placer en dehors de France, tu vois, pour pouvoir le rendre mobile et pouvoir le passer d'un endroit A à un endroit B très facilement. Typiquement, la crypto, c'est idéal pour ça, pour déplacer du patrimoine rapidement. Mais pas que, tu vois, il y a plein de manières de faire et d'essayer d'étaler les choses, de diversifier ses comptes, etc. pour éviter d'être complètement dépendant d'une décision politique qui pourrait avoir bientôt lieu en France. Décision politique, évidemment, que je ne souhaite pas. Mais bon, on va pas se mentir, si tout le monde commence à avoir sérieusement la trouille pour son compte, pour son argent, sur le compte en banque, si on parle tous de plus en plus de débancarisation, etc., c'est à raison. C'est parce qu'on sait très bien que ça va aller dans le mur tôt ou tard. On sait très bien qu'il y a l'euro numérique en ligne de mire derrière, et on sait très bien qu'il va falloir qu'ils imposent cette merde d'une manière ou d'une autre, et qu'ils hésiteront sur aucun... Ah voilà, ils n'hésiteront pas à bloquer les comptes, ou à faire... Je sais pas à quelle dinguerie ils vont nous pondre, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que ils sont capables de tout, et on peut pas leur faire confiance. Les années précédentes nous l'ont déjà prouvé plusieurs fois. Donc mon conseil, c'est de ne surtout pas, dans tes placements, essayer de chercher le plan magique sur lequel il faut y aller à fond, tu vois, la nouvelle crypto qui va faire x1000, etc. Mais essayer de ne pas figer ton argent ni ton patrimoine dans un actif, mais de le diversifier, de l'éclater géographiquement et dans diverses classes d'actifs, vraiment pour limiter ta dépendance à telle ou telle autorité. C'est très important ça. C'est l'idée au fond d'avoir une espèce de machine à cash globale plutôt que d'être vraiment dépendant d'un seul coup que tu aurais fait à un endroit. Ce
qui est hyper dangereux. Ça revient à la même chose que celui qui dépend que de son salaire comme unique revenu. C'est hyper risqué, c'est hyper dangereux comme approche parce que si tu perds ton job, t'es à poil. Et si t'es à poil, qu'est-ce que tu vas avoir pour tenir? Voilà, les aides de feu Pôle emploi, ça s'appelle comment maintenant? France Travail, je crois. Voilà, les petites aides, le sucre qu'on va bien vouloir te donner. Hein. Bon, c'est pas possible, c'est pas viable à long terme ça, cette approche. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Lâche le petit pouce si t'aimes bien ce que je fais. Abonne-toi si t'aimes bien ce que je fais. Commente, dis-moi ce que t'en penses parce que tu vois, j'ai essayé d'ouvrir plein de questions, tu vois, plein de débats. Je sais qu'il y a des gens qui sont certainement pas d'accord et c'est ok, on a le droit d'avoir des opinions, des avis différents. Voilà, moi j'essaye de t'apporter mon point de vue sur des questions qui me semblent fondamentales aujourd'hui. Il y a certainement bien d'autres différences aussi que j'aurais pu énumérer, mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que si toi, tu t'intéresses à ta sécurité financière et que tu veux connaître quels sont les 6 obstacles auxquels il faut faire attention, tu regardes le premier lien en description de la vidéo, et si tu t'intéresses aux formations et aux services que je propose, tu regardes en dessous également, il y a tout qui est indiqué. Je te souhaite une bonne journée, merci et salut chez toi.